Bonjour à tous déjà. Je vous remercie d'abord de votre présence. Je vous souhaite la bonjour encore une fois. Je vous souhaite la bienvenue à cet IR Legal, ce nouvel IR Legal, qui a aujourd'hui pour thème comment tirer parti des règlements DSA, DMA. Le sujet de ce jour vous présente ce que nous savons à ce stade de deux nouveaux règlements européens qui ont été adaptés en 2022 et qui rentrent progressivement en vigueur en vue de réglementer le secteur du numérique, à savoir le DMA ou le Digital Markets Act, la législation sur les marchés numériques, que je vous présenterai plus principalement, et puis le DSA, le Digital Service Act, la législation sur les services du numérique, qui vous sera mieux présentée par Maître Lange. Comme je vous l'indiquais, notre présentation s'articule avec un exemple fil rouge qui est le suivant. Nous avons essayé de retenir un exemple fil rouge qui pouvait couvrir plusieurs secteurs, qui était principalement donc basé sur le marketing. La société Coach Plus fournit un programme de coaching professionnel sur son site internet, son application, et elle brasse plusieurs sujets, dont notamment le SEO, à savoir la méthode pour optimiser son ranking, son classement sur les moteurs de recherche, en ce compris Google, et le bien-être de l'entrepreneur. Coach Plus dispose de son site propre, de sa propre application, où sont hébergées ses vidéos qui constituent son programme premium payant. Si vous voulez avoir accès à l'intégralité de la formation, il faut payer. En outre, Coach Plus est très actif sur YouTube, où elle poste du contenu freemium et où elle fait de la publicité payante en vue d'attirer évidemment le chaland pour que celui-ci, après, souscrive à son contenu premium. Nous allons voir que Coach Plus peut connaître plusieurs mésaventures en ligne et comment, nous allons aborder avec vous comment les deux règlements que je viens d'introduire, le DSA, le DMA, peuvent éventuellement ou la contraindre ou l'aider face à la contrainte des grandes plateformes de l'Internet qui entendent policer son activité. Alors, nous structurons notre présentation autour des 4 questions qui suivent. Première question, quels sont les sites Internet visés par cette nouvelle réglementation? Mon application, mon site Internet, mes activités en ligne sont-elles concernées? Deuxième question, quels services puissent désormais exiger des plateformes d'Internet? Comment organiser mes campagnes marketing à l'avenir? Comment lutter contre la désinformation et les fake news en ligne? Et je commence avec les deux premières questions. En vous fournissant un premier aperçu des objectifs du DMA, c'est toujours mieux pour comprendre la suite. Quel est l'objectif du DMA, le Digital Market Act? C'est accroître la concurrence entre plateformes, entre les grandes plateformes elles-mêmes, sur les marchés du numérique européen. C'est aussi la volonté de mettre les utilisateurs professionnels des plateformes, à savoir les entreprises qui sont présentes sur les plateformes, sur un pied d'égalité entre elles, dans la concurrence qu'elles se livrent sur la plateforme. C'est accroître la concurrence relative à certains services accessoires proposés en annexe sur les plateformes, comme par exemple des services de paiement en ligne, des services de publicité en ligne, et au final permettre aux consommateurs de disposer d'un plus grand choix de services. Au final, le DMA se propose, si on résume tout, vraiment, en quelques mots, se propose de réguler le comportement des très grandes plateformes de l'Internet. On pense automatiquement aux GAFAM. Alors, le GAFAM, l'acronyme a évolué, puisque Facebook a renoncé à son nom pour Meta. On pourrait parler de GAMAM ou Magma même, mais le GAFAM est rentré déjà dans les usages et donc c'est plus facile de l'employer. L'objectif est donc de réguler les GAFAM et quelques autres grandes plateformes en ligne qui servent d'intermédiaires incontournables pour les transactions qui ont lieu entre les utilisateurs finaux, les clients, et les utilisateurs professionnels. Et la réglementation met en place une responsabilité particulière, une responsabilité spéciale pour ces GAFAM et quelques autres, pour les contrôleurs d'accès. Le DMA crée une notion, la notion de contrôleur d'accès, qui va nous occuper un moment. Et identifie ces contrôleurs d'accès, ou gatekeepers en anglais, liste des nouvelles obligations, liste des nouvelles sanctions si les obligations ne sont pas respectées. C'est ce que je vais vous présenter très brièvement. Donc, sont concernés par le DMA les contrôleurs d'accès. Pour être contrôleur d'accès, cette nouvelle notion, il faut en fait que la plateforme réponde à deux conditions.
elle doit, petit 1, fournir un service de plateforme essentiel, Core Platform Services. C'est son activité, là, qui est importante. Et puis, elle doit avoir une grande taille, comme je vous l'indiquais. Ce sont les grandes plateformes, pas toutes les plateformes, mais les grandes plateformes qui sont concernées. Si ces deux conditions sont remplies, alors il y a des nouvelles obligations qui sont mises à charge des gatekeepers, des contrôleurs d'accès. Première question donc, qu'est-ce qu'un service de plateforme essentiel? Le DMA identifie 10 types de services de plateforme essentielle, dont je vous propose un bref aperçu. Premièrement, une plateforme qui propose un service de plateforme essentielle, c'est une entreprise, une plateforme qui propose des services d'intermédiation en ligne, donc qui met en contact des entreprises avec des clients finaux. Ça peut être par exemple des places de marché, on pense à Amazon, on pense à eBay, ça peut être des magasins d'applications logicielles, c'est là où vous téléchargez vos applications, donc ça peut être l'Apple Store, le Play Store, ça peut être des applications de l'économie collaborative, qu'on appelle collaborative, Deliveroo et autres. Ce sont les moteurs de recherche en ligne eux-mêmes, Google, Bing, Yahoo éventuellement. Ce sont les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, les services de plateformes de partage de vidéos tels que YouTube ou Facebook. Attention ici, on parle bien de partage de vidéos qui seraient uploadées, qui seraient téléversées par les utilisateurs eux-mêmes. Ce n'est pas de la vente vraiment de films. Les services de communication électronique interpersonnelle indépendants du numéro. La formulation évoque en fait Messenger et Skype. Ce sont les navigateurs en ligne. Si vous fournissez un navigateur en ligne, vous fournissez un service de plateforme essentielle, parce que votre navigateur est nécessaire pour que l'utilisateur puisse avoir accès à l'Internet et donc aux entreprises qui utilisent les Internets. Et donc, ça peut être Chrome, Edge, Safari, Firefox, mais d'autres navigateurs plus confidentiels. Les assistants virtuels aussi, à savoir les boîtes qui parlent, Alexa, Siri, Google Assistant. Les systèmes d'exploitation eux-mêmes, encore une fois, vous avez besoin en tant qu'entreprise de pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités de Windows pour pouvoir accéder aux utilisateurs lorsque vous faites du commerce en ligne. Ça peut être les services en nuage, tels que Microsoft Cloud, Google Drive et autres, et les services de publicité en ligne. Et là-dessus, en matière de publicité en ligne, on parle des réseaux publicitaires, des échanges publicitaires, tout autre service d'intermédiation publicitaire fourni par une plateforme telle que Google AdWords, Facebook Ads. Ça, c'est les types de services, 10 services, principalement des services qui font de l'intermédiation sous des formes diverses et variées. Donc sa première condition, c'était quel type de service? Deuxième condition, quel poids représente ce service? Et encore une fois, ce sont uniquement les grands fournisseurs de services de plateforme essentielles qui sont concernés ici. Et pour qu'ils puissent être concernés comme étant un contrôleur d'accès, être considérés comme étant un contrôleur d'accès, il faut que 3 conditions soient remplies. Il faut qu'il y ait un poids financier important à l'intérieur de l'Union européenne. Il faut que ce soit un point d'accès majeur permettant aux entreprises d'atteindre les utilisateurs finaux, les consommateurs, et puis que ce soit un petit peu durable. Le DMA, vous allez le voir dans un instant, fixe des seuils objectifs, précis, chiffrés, qui permettent de déterminer si, oui ou non, la plateforme est une grande plateforme qui doit être considérée comme un contrôleur d'accès. C'est un peu rébarbatif. Je ne compte pas vraiment rentrer dans le détail. Simplement comprenez quelles sont les 3 natures de critères. On parle de critères de capitalisation et de chiffre d'affaires pour une plateforme qui fournit au moins un service dans 3 États membres de l'Union européenne. Il faut donc qu'il y ait une activité en Europe transfrontalière. Et là, on parle de chiffres d'affaires qui sont colossaux, 7,5 milliards d'euros ou 75 milliards de capitalisation. Deuxièmement, cette exigence se répercute aussi sur l'existence ou pas du fait que l'entreprise puisse être considérée comme un point d'accès majeur. Et donc là, il faut qu'il y ait vraiment de l'activité, beaucoup d'activité sur la plateforme. On parle de seuils où 45 millions d'utilisateurs finaux, consommateurs, doivent être actifs mensuellement sur la plateforme, 45 millions d'utilisateurs actifs mensuellement sur la plateforme et présents dans l'Union, et qu'il y ait au moins 10 000 entreprises actives par an établies dans l'Union. Donc, encore une fois, ça doit vraiment être en fait un carrefour des Internets. Et puis, enfin, il faut que ces critères soient établis sur
trois exercices. Donc, il faut qu'il y ait une certaine maturité de la plateforme, une certaine constance. Ça ne peut pas juste être un champignon qui s'effondre. Il est entendu, compris par tout le monde, que ces seuils sont à ce point exigeants que seule une poignée d'entreprises seulement seront identifiées comme des contrôleurs d'accès. C'est comme ça que le règlement a été construit. Il n'y avait pas la volonté, dans le cadre du DMA, de sanctionner, de contrôler toutes les plateformes. La Commission européenne a fermé vraiment le filtre, a serré le filtre pour que seule une poignée d'entreprises soient concernées. Et alors, quelles entreprises finalement? Parce que c'est compliqué pour nous de savoir exactement combien d'utilisateurs il y a sur la plateforme, etc., pour savoir quels sont nos droits. Et bien là, il y a un système d'autodénonciation qui a été mis en place par la Commission européenne. Les gatekeepers potentiels, ceux qui sont concernés, doivent, pour le 2 juillet de cette année ou plus tard, lever la main et se dénoncer à la Commission européenne pour dire potentiellement je suis concerné par vos seuils. La Commission européenne vérifie. Le cas échéant, il peut y avoir une discussion et celui qui a levé la main peut essayer de renverser la présomption des seuils pour dire non, mais je ne suis pas un vrai nœud de l'Internet. Il ne faut pas que je me voie reconnaître ces obligations, mais a priori, si dans les seuils, ça va être difficile pour lui de renverser la présomption. La Commission européenne, ensuite, après avoir réalisé son examen, rend une décision, va publier une décision pour indiquer au public quels sont les gatekeepers en question, quels sont les contrôleurs d'accès qui se voient reconnaître des obligations supplémentaires. Comme ça, nous saurons tous, sans doute, vers la fin du mois d'août, qui sont ces entreprises, quelles sont ces entreprises qui sont concernées par ces nouvelles obligations. Alors, il y a beaucoup de discussions, de spéculations avant les décisions de la Commission. Simplement, pour vous permettre de réfléchir par anticipation, outre les GAFAM, dans la littérature autorisée, on évoque des entreprises comme Oracle, PayPal, Yahoo, Salesforce, Zoom, Airbnb, Vivendi, même parfois pour ses activités de publicité, Booking.com, Zalando, qui fait de l'intermédiation, Spotify, SAP, qui fait aussi du cloud, Delivery Hero, qui fait de la livraison, et Netflix. Alors là, tout de suite, vous pouvez vous demander, enfin, vous pouvez vous poser bien des questions, parce qu'il y a des questions qui se posent dans la littérature autorisée, mais pour Netflix, pourquoi? Dans la mesure où vous m'expliquez que les plateformes de vidéos qui étaient concernées, c'était uniquement celles sur lesquelles les utilisateurs finaux pouvaient publier eux-mêmes leur propre contenu, ce n'est pas le cas sur Netflix. Oui, mais Netflix réfléchit depuis quelque temps à mettre en place un service lui aussi gratuit ou moins cher qui serait financé par de la publicité. Et donc, dans ce cas, il serait concerné par un service essentiel en raison de la régie publicitaire qu'elle devra nécessairement adjoindre à ces services. Donc ça, c'est pour les plateformes qui peuvent être éventuellement concernées, principalement les GAFAM, peut-être une poignée d'autres supplémentaires. Que pourrons-nous exiger de ces plateformes à l'avenir? Le DMA met en place une série de 19 obligations. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans toutes ces obligations ce matin. Je vais simplement parcourir celles qui sont les plus aisément compréhensibles et qui peuvent éventuellement être illustrées. Simplement retenez qu'à ce stade, les obligations, ces 19 obligations, sont réparties en deux grandes catégories, trois catégories si vous voulez, mais principalement en deux. Les obligations qui sont directement applicables, elles sont suffisamment précises pour qu'on sache exactement ce qu'elles impliquent, et des obligations de l'article 6, qui incombent aux contrôleurs d'accès et qui sont susceptibles de préciser à l'avenir par la Commission européenne. En fait, ça veut dire qu'à ce stade, la Commission européenne a mis en place des grands principes, une grande liste de courses, de désirs qu'il avait pour voir fonctionner les internets, mais qui demandent encore à être précisés et qui seront précisés dans les mois qui viennent. Et à ce stade, donc, tant qu'il n'y a pas plus de précision, c'est difficile de comprendre exactement les contours de ces obligations. Les contours des obligations ne sont pas tous définitivement définis. Et notamment, simplement pour que vous compreniez comment ça fonctionne, toutes les fois où on est dans cet article 6, qu'a prévu la Commission de mettre en place un dialogue réglementaire avec les contrôleurs d'accès, c'est-à-dire qu'il y aura des grandes réunions techniques qui sont organisées à la Commission européenne, où les contrôleurs d'accès demanderont à la Commission, OK, cette obligation-là, est-ce que je la mets suffisamment en œuvre si je la mets en œuvre de cette façon-là? Et la Commission européenne dit oui, vous avez suffisamment été, notamment, en fait, tu vois, quand on pensait vers l'interopérabilité des services, ou non, d'un point de vue technique, ce n'est pas suffisamment interopérable, il y a encore trop d'obstacles techniques pour que ce soit simple d'utilisation pour le consommateur. Ce point structurel ayant été expliqué, je vous propose à présent donc, certaines illustrations des nouvelles obligations qui s'imposent aux
contrôleurs d'accès avec cette première obligation. Les contrôleurs d'accès ont l'obligation d'obtenir le consentement des utilisateurs pour combiner les données personnelles obtenues via leur service de plateforme essentielle avec des données personnelles obtenues par d'autres voies. Illustration, on pense tout de suite à l'affaire Facebook Allemagne, où la Bundeskartellamt, l'autorité allemande de la concurrence, a considéré que Facebook avait abusé de sa position dominante parce qu'elle avait combiné les données obtenues via Facebook avec les données obtenues par d'autres voies, à savoir les données de navigation, les cookies des utilisateurs, sur tous les sites où il y avait un petit bouton like. Même si vous ne likiez pas, Facebook savait, lorsqu'il y avait un petit bouton like, que vous étiez passé sur le site internet et combinait ces informations avec les informations qu'elle avait recueillies sur sa plateforme. Cette combinaison sans votre consentement express utilisateur a été considérée illégale dans le cadre de l'abus de position dominante. Maintenant, ce sera plus simple pour le régulateur d'arriver à la même conclusion dans le cadre du DMA. Il faut nécessairement obtenir un accord express de l'utilisateur pour pouvoir faire cette combinaison. Et toutes les fois où le consentement a été refusé, le contrôleur d'accès ne peut pas réitérer sa demande dans une période de moins d'1 an. Il ne s'agit pas de revenir dès le lendemain avec un nouveau pop-up jusqu'à ce que l'utilisateur accepte. Le DMA interdit aux gatekeepers, aux contrôleurs d'accès, les clauses de parité interplateforme, soit ces clauses par lesquelles la plateforme exigerait de l'entreprise qui présente ses services de lui fournir une offre, de proposer une offre sur sa plateforme qui soit au moins aussi intéressante que celle qui est proposée sur d'autres plateformes. Donc, par exemple, si vous êtes Booking, vous ne pouvez pas exiger d'un hôtelier que sa chambre d'hôtel soit au prix le moins cher que cet hôtelier offre sur Internet, éventuellement sur son propre site Internet à lui, ou éventuellement sur une autre plateforme. L'idée étant que si l'hôtelier veut fournir un meilleur deal sur sa page à lui, où il ne doit pas payer de commission, il doit toujours le faire sans devoir étendre son offre à booking.com. Et ça permet comme ça éventuellement, enfin on espère que ça permette éventuellement d'insuffler de la concurrence entre les plateformes en permettant aux hôteliers ou aux autres entreprises dans un autre secteur de sponsoriser notre plateforme qui aurait des conditions plus favorables que Booking, en offrant donc des deals plus favorables via cette plateforme. Il y a une obligation pour les contrôleurs d'accès d'autoriser les entreprises utilisatrices de communiquer et de promouvoir leurs offres gratuitement aux utilisateurs finaux de la plateforme, qu'ils aient été acquis par cette plateforme ou pas, et de conclure des contrats avec ces utilisateurs finaux en utilisant ou non les services de la plateforme essentielle du contrôleur d'accès. Ça pose des questions tout particulièrement pour Deliveroo et Uber Eats. Si vous êtes un restaurateur, ça veut dire qu'à l'avenir, vous devrez pouvoir utiliser, on ne sait pas encore exactement comment, par quel canal, mais les outils d'Uber Eats pour directement envoyer des offres plus avantageuses à vos clients, éventuellement les clients que vous avez obtenus via Deliveroo et Uber Eats. Et vous devez avoir la possibilité de soit leur offrir la possibilité de payer via Deliveroo ou Uber Eats, vous utilisez les outils, ou vous leur offrez la possibilité de payer par une voie détournée, ce qui potentiellement peut réduire le chiffre d'affaires réalisé par Deliveroo et Uber Eats, puisque les paiements se feront par d'autres voies. Finalement, si on comprend bien, si je comprends bien, ces plateformes deviendront des espèces de vitrines pour les entreprises et doivent espérer que la qualité de leurs outils vont faire en sorte qu'ils vont continuer à être utilisés, mais si des contours et détours sont mis en place, elles ne pourront pas s'y opposer. Les contours et détours sont mis en place par les entreprises utilisatrices, par les utilisateurs, elles ne pourront pas s'y opposer. Par ailleurs, il y a une obligation générale pour que chaque contrôleur d'accès puisse être reconnaisse la compétence des juridictions nationales. Donc, il ne s'agit pas, dans ces conditions générales, d'une manière ou d'une autre, de faire en sorte que les juridictions nationales ne soient pas plus compétentes pour connaître des points de droit, même si elles peuvent mettre en place des mécanismes légaux de traitement des plaintes. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez avoir un premier filtre de traitement des plaintes, mais au final, si l'utilisateur n'est pas satisfait, il doit pouvoir saisir les juridictions de son État. Il y a une obligation supplémentaire qui est l'obligation d'interdiction des jumelages
des services de plateforme essentiels. Je simplifie parce qu'il y a bien des subtilités ici, mais l'idée est que le contrôleur d'accès ne peut pas exiger des utilisateurs qu'ils utilisent, les utilisateurs d'un service qu'ils utilisent un autre service. Et notamment, ils ne peuvent pas exiger que les utilisateurs exigent un service d'identification, un navigateur Internet spécifique, un service de paiement de ce contrôleur d'accès dans l'exercice de leurs activités. Un exemple a été donné de cette problématique avec l'affaire Apple Epic Games aux États-Unis, qui est toute récente. En 2 mots, de quoi s'agit-il? Epic Games, vous avez peut-être vu vos enfants jouer sur ce jeu Fortnite, ce jeu de tir, où il faut gagner contre l'équipe adverse. Epic Games propose dans son jeu une boutique en ligne, donc quand vous êtes connecté, vous pouvez vous acheter des nouveaux habits, des nouvelles armes. Et Apple exigeait d'Epic Games que tous les achats réalisés in-game dans le jeu donne lieu à un paiement d'une commission de 30% au profit d'Apple. Pourquoi? Parce que l'application Fortnite avait été téléchargée sur l'application Apple, l'Apple Store. À l'avenir, ça se sera clairement plus possible en Europe. Il n'est pas possible d'exiger pour le titulaire de la boutique en ligne, l'Apple Store, que ensuite toutes les entreprises qui sont connectées sur l'Apple Store utilisent l'outil de paiement d'Apple, et ce qui permettait à chaque fois de récupérer des commissions. Il n'y a plus moyen de jumeler de services de plateforme essentielle. Les utilisateurs doivent pouvoir en utiliser un sans l'autre. Il y a des obligations de transparence qui sont mises en place, notamment en ce qui concerne la publicité. N'importe quel annonceur, n'importe quel éditeur doit avoir la possibilité de connaître les tarifs qui sont pratiqués par la plateforme à différents stades, les prix payés par l'annonceur, par l'éditeur, la rémunération perçue par l'éditeur, par l'annonceur, et les mesures quantitatives à partir desquelles chacun des prix, frais et rémunérations est calculé. Donc, je veux savoir comment est-ce que ça fonctionne, votre grille de paiement pour les annonces que je réalise en ligne. Nouvelle obligation, et là on est dans l'article 6, donc les contours ne sont pas déterminés, c'est un grand principe. Le contrôleur d'accès ne peut pas utiliser, en concurrence avec nos entreprises utilisatrices, les données, quelles qu'elles soient, qui ne sont pas accessibles au public et qui sont générées ou fournies par ces entreprises utilisatrices dans le cadre de l'utilisation de leurs services. Que faut-il comprendre? Exemple, par exemple, Amazon ne pourrait pas avoir accès aux données générées par une entreprise qui vend des serviettes sur son site Internet pour ensuite utiliser ces données elles-mêmes pour optimiser éventuellement la vente de ses propres serviettes qui seraient labellisées Amazon. Les données générées par un utilisateur et qui ne sont pas accessibles au public doivent appartenir à cet utilisateur et ne peuvent pas après être utilisées par le contrôleur d'accès pour ses propres services. Il y a des obligations, je vous le disais, d'interopérabilité et de portabilité des données qui vont soulever 1 milliard de questions techniques. Mais ce qu'on voudrait, par exemple, c'est que demain, si l'utilisateur veut passer de Spotify à Deezer, il doit avoir cette possibilité et cliquer sur un bouton pour que toute sa liste de préférences, sa liste de chansons qu'il avait mise en place, ses artistes préférés, soit automatiquement exportée sur Deezer, en sorte qu'il n'ait pas à se recréer une nouvelle interface qui lui soit propre sur Deezer, qui est toujours le genre de frein qui empêche la concurrence des petits poussets par rapport à l'opérateur déjà bien installé. Il y a également l'obligation pour le contrôleur d'accès de permettre techniquement la désinstallation facile de ses applications logicielles dans le système d'exploitation, de ses paramètres par défaut, de son assistant virtuel, de son navigateur Internet par défaut. L'idée est que pour un certain nombre de services annexes qui sont parfois préinstallés sur la machine, ces services annexes puissent être désinstallés sur la machine et ou que lors du premier usage, en fait, il y ait une espèce de bulletin de vote qui soit offert à l'utilisateur pour qu'il puisse choisir exactement le type d'application qu'il veut parmi plusieurs. Et donc, il y avait un exemple, il y a déjà des années, de ce type de pratique qui avait été déployé en droit de la concurrence en ce qui concerne Internet Explorer. Microsoft avait été condamné par la Commission européenne à proposer à ses utilisateurs un bulletin de vote tel que
l'utilisateur devait choisir, pour pouvoir continuer à utiliser Windows, devait choisir un potentiellement autre navigateur par défaut. Il ne peut pas y avoir l'exploitation de cette tendance qu'ont les utilisateurs à se laisser aller dans la direction des choix préinstallés. Il faut que l'utilisateur soit mis en situation de faire un choix pour permettre éventuellement à des nouvelles applications, des nouveaux logiciels d'acquérir une certaine popularité. Le contrôleur d'accès ne peut pas faire non plus d'auto-préférence. Typiquement, si c'est un organe de recherche, un moteur de recherche, il ne peut pas s'accorder une préférence en matière de classement ou en matière d'indexation ou d'exploration. Il ne peut pas s'accorder un traitement plus favorable pour les services et produits qu'il propose. Typiquement, il y a quelques années, Google avait altéré son algorithme pour que lorsque quelqu'un voulait faire un achat en ligne, en fait refaisait une recherche de comparateur de prix, ce soit systématiquement son service moins connu, Google Shopping, qui arrive en tête des classements, au détriment de Kayak et d'autres comparateurs de prix. Cet auto-préférencement pour des services annexes est interdit dans le cadre du DMA. Et puis, dernier exemple que je vais donner pour illustrer la situation, pour illustrer le DMA, le contrôleur d'accès doit fournir un accès dit friend, c'est-à-dire à des conditions fair, reasonable and non-discriminatory, donc des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, pour les demandes d'entreprises tierces qui fourniraient des moteurs de recherche en ligne, pour que celles-ci puissent avoir un accès anonymisé aux données de classement, requête clic-vue, en vue que les recherches en lien avec les recherches gratuites et payantes générées. Donc l'idée, c'est que si demain vous voulez développer votre propre moteur de recherche, mais que pour optimiser les résultats du moteur de recherche, vous avez en fait besoin de connaître les habitudes de fonctionnement des utilisateurs, mais vous pouvez vous adresser à Google pour que Google vous fournisse des données statistiques en matière de big data qui vous permettent de voir les habitudes des utilisateurs, qui vous permettront ensuite de travailler sur ces données pour optimiser votre moteur de recherche. De même, il doit y avoir un accès front pour les boutiques d'applications logicielles, donc typiquement l'Apple Store, le Play Store pour Google. N'importe quel fournisseur d'applications doit pouvoir avoir un même accès au ranking et ne doit pas être déclassé, ne doit pas être exclu de l'application de la boutique en ligne sans bonne raison, de même pour les moteurs de recherche en ligne, de même pour les services de réseaux sociaux en ligne. Donc si nous reprenons brièvement notre fil rouge, comment dire? Alors évidemment, il est impossible de brasser l'intégralité de ces obligations, mais dans notre hypothèse, on pourrait imaginer que Coach Plus a remarqué depuis plusieurs mois que des recherches sur YouTube autour des mots-clés formation SEO, formation au classement en ligne, donnaient lieu à des résultats favorables aux formations de Google Analytics Academy. Parce qu'effectivement, Google fournit ses propres services pour former les gens à être bien classés sur Google. Là, il y a très clairement un problème d'autopréférence qui se pose. De la même manière, Coach Plus a remarqué que pour des raisons de sécurité de ses utilisateurs, un motif plus ou moins légitime, YouTube entendait limiter les liens autorisés qui partent de la page du profil de Coach Plus vers l'outil de commande des formations en ligne que celui-ci emploie. Peut-être parce que c'est Google Pay qui devrait être utilisé. Le motif raison de sécurité des utilisateurs est un petit peu bref, ça peut éventuellement permettre les abus. Comment réagir si vous êtes maltraité en tant que petite entreprise? Eh bien, il y a deux voies dans le cadre du DMA, et j'en finis par là. La Commission européenne peut imposer des grosses amendes aux contrôleurs d'accès. Cette fois-ci, il ne s'agit pas pour les contrôleurs d'accès de payer juste quelques millions pour pouvoir se débarrasser de ces obligations. Les amendes peuvent atteindre jusqu'à 10 voire 20% du chiffre d'affaires mondial. Et la Commission a annoncé, et en plus, il peut y avoir des astreintes en plus, il peut y avoir des sanctions supplémentaires derrière. La Commission a maintenant un très gros bâton en main pour contraindre les entreprises, les contrôleurs d'accès à agir dans le sens qu'elles souhaitent. Maintenant, si vous n'avez pas envie d'agir devant la Commission européenne, parce que la Commission européenne n'est pas obligée de se saisir de votre plainte, c'est une plainte, mais elle en fait ce qu'elle veut, vous pouvez toujours saisir les juridictions judiciaires, et donc Coach Plus pourrait saisir les juridictions judiciaires.
pour obtenir une injonction, là aussi avec astreinte, qu'il y ait le respect du DMA. Et donc, Coach Plus pourrait simplement aller devant le tribunal de l'entreprise de son arrondissement pour obtenir le respect du DMA à l'avenir. Donc, il y a des instruments. Les entreprises particulières pourront à l'avenir s'en saisir pour pouvoir agir contre les grandes plateformes de l'Internet. C'était ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne le DMA. Je passe tout de suite la parole à Maître Lange pour qu'il vous parle un peu plus en détail du DSA. Merci beaucoup Normand pour cette brillante présentation du DMA. Donc passons maintenant au deuxième règlement qui nous intéresse aujourd'hui, le Digital Services Act, le fameux DSA, qui nous permettra notamment de répondre aux deux questions suivantes. Comment organiser votre campagne marketing à l'avenir et comment lutter contre la désinformation et les fake news en ligne. Alors, le DSA, c'est quoi? C'est un texte né de la volonté de la Commission européenne qui cherche à mieux réguler les contenus illicites en ligne et à protéger les utilisateurs et notamment les mineurs. Il cherche à mettre fin à une certaine impunité, notamment de la part de certains opérateurs numériques. Et c'est un texte qui a aussi la volonté d'introduire des obligations supplémentaires pour ce qu'on appellera les grandes plateformes et les très grandes plateformes. Petit disclaimer, le DSA est complètement différent du DMA et propose une définition différente de ce qu'on appelle les plateformes. C'est un texte qui vient modifier la directive e-commerce 2031. C'est un texte qui a été publié le 27 octobre 2022, donc il y a un peu plus de 7 mois, et qui est entré en vigueur le 16 novembre. On ne verra pas d'application réelle qu'à partir du 17 février 2024, si ce n'est quelques exceptions qui, elles, seront d'application depuis le 16 novembre dernier, en même temps que son entrée en vigueur. Quant à ses objectifs, le règlement se situe dans une stratégie globale visant à harmoniser les législations nationales et à ce que les entreprises concernées arrêtent avec la pratique du forum shopping consistant à choisir quelle législation sera la plus bénéfique à leurs yeux. Il y a une certaine volonté de garantir un environnement sûr, prévisible, afin que les utilisateurs des plateformes puissent être protégés sans crainte de tomber sur quelconque contenu illicite. Il vise à ce que les règles de responsabilité pour les services intermédiaires soient clarifiées et il a encore pour but de protéger les droits fondamentaux et à atténuer les dérives au niveau systémique. On peut parler de manipulation de masse et ce qui nous intéressera à la fin de l'exposé, les fake news et la désinformation. C'est d'ailleurs là que réside tout l'enjeu. Il faut faire une balance des intérêts, un juste équilibre. D'un côté, les droits fondamentaux des utilisateurs et de l'autre, la liberté d'expression. On ne veut pas que les plateformes censurent de manière abusive et interdisent des contenus absolument légaux, mais de l'autre côté, tout ce qui est illicite doit être supprimé. Il y a donc ce principe qui essaye d'être respecté le plus souvent. Tout ce qui est illicite dans la vraie vie doit être illicite en ligne. Il faut donc se pencher sur la notion même d'un contenu illicite. Elle est définie dans l'article 3 du DSA, mais est surtout précisée dans son considérant 12. On parle donc des informations qui sont en elles-mêmes illicites, ainsi que des informations illicites parce qu'elles se rapportent à d'autres activités qui sont elles illégales. On peut faire par exemple le distinguo entre d'un côté le harcèlement qui est par essence illégal, tandis que de l'autre, on peut citer le partage d'images représentant des abus sexuels. Partager des images n'est pas en soi illégal, mais c'est ce qui y est rapporté qui rend cela illégal. Maintenant, quels sont les services qui sont visés par le DSA? Tout d'abord, d'un point de vue du champ d'application territorial, le critère est celui du lieu d'établissement du destinataire du service. De cette manière, cela contre les manœuvres de certaines plateformes s'établissant dans les pays les moins regardants au niveau des interdictions des contenus illégaux. Et dès l'instant que le service sera fourni, le règlement trouvera à s'appliquer. Maintenant, du point de vue matériel. C'est un système, comme vous voyez, de cercle concentrique qui est mis en place. Tous sont des services intermédiaires, mais certaines particularités leur donneront à chacun des responsabilités différentes. Plus on monte en importance, plus ces entités auront à respecter d'obligations. Le DSA applique pour les deux premières catégories à peu près les mêmes distinctions existant pour la directive 2031, ce qu'on appelle en anglais les mere conduits, les simples transports, et les services de mise en cache. Ce sont par exemple les fournisseurs d'infrastructures réseau. Pour ceci, s'ils gardent un rôle neutre, de simple intermédiaire et n'ont pas agi sur le fond de l'information illicite passée par le réseau, ils seront exemptés de toute responsabilité. Viennent ensuite les services d'hébergement, que sont notamment les services cloud,
et d'hébergement de sites Internet, par exemple. Ils ne sont exemptés de responsabilité que s'ils n'ont pas connaissance de l'information et que dès qu'ils en ont pris connaissance, ils auront agi promptement pour retirer le contenu illicite. Mais la nouveauté de ce règlement est l'arrivée d'obligations pour les plateformes ainsi que les très grandes plateformes. Parlons tout d'abord des très grandes plateformes. Ce sont celles dont le nombre mensuel de destinataires actifs commence à 45 millions. La Commission en a récemment identifié 19, les classiques GAFAM, mais aussi TikTok, AliExpress, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Booking, Twitter, Wikipédia ou même encore Zalando sont aussi inclus. Les plateformes classiques sont donc, entre guillemets, toutes les autres. Ce qui m'amène à la question suivante. Quelles sont donc ces obligations? Il y a de manière générale une obligation accrue de diligence, de traçabilité des professionnels et de transparence. Ces obligations s'appliqueront de manière cumulative en fonction de la nature de l'intermédiaire. Il y a tout d'abord une première couche d'obligations. Celle-ci concerne la coopération avec les autorités nationales à la suite d'injonctions. Il faut dès lors désigner un point de contact unique, également avec les destinataires du service, et savoir dans quelle langue il peut le contacter, tant pour les autorités que les destinataires. Un représentant légal au sein de l'Union européenne doit être nommé. Il est important que soient mises à disposition des conditions générales donnant des informations sur les éventuelles restrictions applicables à l'utilisation d'un service. Il faut expliquer les mesures, les politiques et les outils pris pour modérer les contenus. Ces plateformes vont devoir expliquer leur système de fonctionnement, si la prise de décision a été faite uniquement par des algorithmes ou s'il y a eu tout de même un contrôle humain de réexamen. Pour ce qui est de la deuxième couche d'obligations, on a des obligations complémentaires telles que la mise en place de mécanismes de notification. Il faut donner la possibilité à toute entité ou particulier de pouvoir signaler par voie électronique. Rien ne doit être caché ou enfoui sous des tas de dark patterns qui empêchent la facilitation de notification. Il faut absolument donner au destinataire la possibilité d'expliquer en quoi c'est illicite et lui donner la possibilité de donner ses coordonnées afin de pouvoir être recontacté si celui-ci le souhaite. Le fournisseur de service, quand il reçoit une telle notification, doit la prendre en charge, prendre une décision et obligatoirement notifier le destinataire de sa décision, tout en donnant les cartes en main pour ce qui est des possibilités de recours. En termes de mesures qui peuvent être prises en cas de contenu illicite, plusieurs sortes de mesures peuvent être prises. Le fait donc de restreindre la visibilité du contenu. Il peut y avoir la suspension ou des restrictions des paiements monétaires, couper le robinet en somme. Il peut suspendre ou mettre fin au service ou même au compte du destinataire. Ce destinataire devra maintenant avoir connaissance du fondement juridique de la décision. Il faudra que soit précisé le champ territorial et temporel. Il doit aussi connaître les recours possibles à sa disposition. Une chose qui n'est pas rendue obligatoire est l'identité du notifiant, sauf si cela est strictement nécessaire afin de justifier la décision qui a été prise. Une autre obligation est celle d'avertir les autorités judiciaires s'il y a un soupçon d'infraction pénale présentant une menace grave pour la vie ou la sécurité d'une ou plusieurs personnes. Quant à la troisième couche d'obligations, sont ici concernées les plateformes en ligne. Elles devront mettre en place un système de traitement des réclamations. Exercer un recours de la décision doit être fait dans les 6 mois à partir de la connaissance de celle-ci. Il faut que cette décision ait été faite par un vrai personnel qualifié afin de traiter ce recours. Il doit aussi avoir la possibilité de prévoir un règlement extrajudiciaire avec des organes certifiés et dédiés. Il faut pouvoir faire appel à ce règlement extrajudiciaire si on n'a pas eu accès à d'autres recours. Et une autre obligation de cette couche est la mise en place de signaleurs de confiance. Ces entités qui ont pu démontrer qu'elles ont une certaine expertise dans la lutte contre les contenus illicites en ligne. On peut citer par exemple Europol. S'ils constatent un comportement répréhensible qui a eu lieu, ils notifieront les plateformes qui devront alors traiter ces demandes en priorité. Une liste de ces signaleurs sera alors publiée et mise à jour. Des mesures contre les contenus illicites récurrents et les signalements abusifs. On pourra suspendre donc, pendant une période raisonnable, pendant un certain temps, ces services. Et en cas de signalement abusif, on pourra suspendre l'examen de ces signalements. Les plateformes ont désormais un devoir de transparence. Elles devront publier tous les 6 mois des informations
sur la moyenne mensuelle des destinataires actifs de ces services. C'est une mesure déjà en vigueur. Si la plateforme propose de la publicité, elle doit fournir des informations aux utilisateurs. Il faut que la publicité soit très identifiable. Il faut que soient rendues disponibles les informations sur la personne à l'origine de la publicité, les paramètres utilisés, le fait de savoir si celle-ci vise certaines personnes ou catégories de personnes plutôt que d'autres. Il y a notamment une interdiction de publicité ciblée reposant sur du profilage des mineurs ou d'autres catégories particulières de données, des données sensibles qui peuvent donner lieu à la discrimination par rapport au sexe, l'ethnie, etc. Il est nécessaire de préciser dans les conditions générales d'utilisation les paramètres utilisés par les systèmes de recommandation pour déterminer l'ordre d'affichage, la hiérarchisation des informations. Et de plus, il est important de fournir aux utilisateurs des options pour modifier et influencer ces paramètres. Les critères de ces systèmes de recommandation peuvent être de toutes sortes, comme des choix chronologiques, alphabétiques, mais aussi des éléments de pertinence dédiés par la plateforme, comme la distance géographique, les prix, etc. Pour les plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, d'ailleurs je vois que la slide, c'était celle-là, pour ces plateformes-là, elles ont maintenant l'obligation de communiquer les données d'identification du professionnel et de les vérifier avant de donner accès à la plateforme. Des contrôles aléatoires doivent également être mis en place de manière raisonnable pour garantir la légalité des produits et les services proposés par les professionnels. Si la plateforme constate que des produits et services proposés sont illégaux, elle a l'obligation d'informer les consommateurs et de leur fournir des informations sur les recours qu'ils peuvent exercer face aux professionnels. Il est important de noter que certaines plateformes peuvent avoir un rôle un peu plus actif et devront consulter des bases de données pour effectuer des contrôles supplémentaires. Enfin, parlons de la quatrième couche, les très grandes plateformes. Elles devront évaluer les risques systémiques potentiels de leurs services. Si ceci implique la diffusion de contenu illicite ou contraire aux conditions générales d'utilisation, qui pourrait avoir un effet négatif réel ou prévisible sur l'exercice de droits fondamentaux, de processus civiques ou de la protection de la santé publique, de la protection des mineurs ou de lutte contre les violences sexistes. Pour cela, ils devront établir des rapports qu'ils devront garder pendant 3 ans. En fonction des résultats de ces évaluations, les plateformes devront adapter leurs conditions générales d'utilisation et leur modération afin de réduire les risques. En cas de crise, la Commission peut également demander à la plateforme de réduire les risques associés à leurs services. En fonction du fait que les rapports soient positifs ou négatifs, les très grandes plateformes seront également soumises à des audits externes indépendants qui évalueront leur conformité aux exigences légales et réglementaires. Si l'audit est positif, la plateforme n'aura rien à faire, mais si l'audit est négatif, elles devront adopter un rapport de mise en œuvre des recommandations dans le mois suivant l'audit. En matière de système de recommandation, les plateformes devront donner au moins une option qui ne soit pas fondée sur du profilage afin que les utilisateurs puissent décider de ne pas être ciblés. Elles devront également faire preuve de transparence en matière de publicité en ligne en fournissant un registre contenant le contenu de la publicité, le nom de la personne qui l'a faite, qui a payé, et en précisant si cette publicité est destinée à des groupes particuliers de destinataires. Enfin, les très grandes plateformes devront mettre en place des codes de conduite et des protocoles de crise. C'est tout pour les obligations. Venons-en maintenant à la surveillance et aux sanctions. Chaque État membre doit désigner une autorité compétente pour surveiller les services numériques. Un coordinateur est désigné pour les très grandes plateformes. Ce coordinateur aura le pouvoir d'enquêter, d'ordonner la cessation des infractions, d'imposer des mesures provisoires, des amendes et des astreintes. La Commission européenne a une compétence exclusive pour les très grandes plateformes, tandis que les autorités judiciaires nationales peuvent demander une restriction temporaire d'accès en cas d'infraction incluant une menace grave. Le régime de sanctions est déterminé par les États membres et on peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial annuel ou 1% en cas de manquement ou d'information inexacte, incomplète, trompeuse. Maintenant, on peut tenter de trouver une piste de réponse quant aux questions posées au début de la présentation. Comment organiser votre campagne marketing et comment s'organise la lutte contre la désinformation et les fake news. Pour cela, je vais reprendre notre fil rouge. Imaginons que Coach Plus voit ses vidéos strikées par YouTube pour son contenu illicite car elles font l'apologie de pilules un peu suspectes pour booster les performances.
Premièrement, décider savoir comment doit s'organiser cette campagne marketing. Il faut que vous soyez au courant de toutes les réglementations, savoir sur quelle plateforme. Ici, en l'occurrence, on est sur YouTube. Et donc, YouTube a toutes ses obligations de transparence. Ils vont devoir rendre vos informations disponibles publiquement, seront dans l'obligation de restreindre et suspendre la visibilité de vos contenus que vous sponsoriseriez ou mettriez en ligne en cas d'illicéité de ceux-ci. Et donc aussi, devront par contre vous fournir toutes les informations en matière de voies de recours. Et donc, deuxièmement, concernant le combat contre les fake news, ce n'est au final que l'autre côté de la pièce, la lutte contre la désinformation. Les risques sociétaux des dérives de la désinformation peuvent être immenses. Cependant, la désinformation peut être nuisible, mais pas pour autant illicite. Les discours de suppression des électeurs, des ingérences étrangères ou de la diffamation, c'est illicite, mais les informations erronées, les rumeurs, même la plupart de certaines théories du complot, sont dans une zone grise. Et donc, pour tout ce qui est illicite, le DCA prend en charge, mais pour tout ce qui touche à la zone grise, c'est plutôt la solution de la co-régulation qui a été la méthode choisie. Donc, les grandes plateformes ont créé un code des bonnes pratiques nommé code de conduite par le DSA afin de codifier dans leurs conditions d'utilisation et leurs pratiques comment doit être prise en charge la désinformation, permettant d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir signaler les contenus problématiques afin de créer un environnement un peu plus sûr et fiable pour les utilisateurs. Ce code prévoit toute une série d'engagements, mais ça mériterait un nouvel exposé. Donc un mot sur ce code des nouvelles pratiques, il a récemment été, entre guillemets, un petit peu mis à mal, puisque Twitter a décidé de sortir de celui-ci. C'est un texte basé sur le volontariat, donc c'est tout à fait possible, mais Twitter ne pourra par contre pas s'extirper des règles impératives du DSA. Pour résumer, donc que faire en cas de contenu illicite ou de non-respect des conditions générales de la plateforme? La responsabilité échoit donc au destinataire qui fournit le contenu illicite. Que faire alors? Il faut signaler à la plateforme par les mécanismes de notification ou les signaleurs de confiance. Et ne surtout pas hésiter du coup à utiliser les moyens de recours internes qui sont fournis. Adresser une plainte au coordinateur des services numériques. Et enfin, la possibilité de demander un recours extrajudiciaire si cela est prévu, ou encore, évidemment, alors là, on va plutôt être du type judiciaire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de tout cœur de m'avoir écouté et de nous avoir écoutés. Et je repasse la parole à Normand pour le mot de la fin. Merci Antoine. Alors, il y a un utilisateur inconnu qui demande, sait-on qui sera ce coordinateur pour la Belgique? J'imagine que ça évoque le DSA, mais la question est un peu brève. Je ne pense pas que... C'est pour le DSA. Pardon? C'est pour le DSA. Et à ma connaissance, il n'y a... Je ne sais pas encore qui sera le coordinateur pour la Belgique. Je vais me tourner éventuellement vers Antoine si jamais il en avait vu. Oui, plus, j'ai fait des recherches là-dessus et pour l'instant, j'ai l'impression de ne pas encore avoir trouvé d'informations sur les nominations des coordinateurs. Mais bon, étant donné que c'est que la mise en place du DSA sera vraiment effective en 2024, il y a encore le temps pour nommer ce coordinateur. Il y a encore le temps et par ailleurs, même quand il n'y a pas le temps, parfois, la Belgique est en retard, parfois. Mais, c'est parce qu'on entend qu'il y a des discussions entre l'État fédéral et les entités fédérées sur à quel niveau serait ce coordinateur. D'accord. Bah, c'est sans doute effectivement une compétence partagée. Enfin, tout dépend de comment est-ce que la question est lue à l'aune du droit constitutionnel belge. Est-ce que c'est l'activité économique qui est regardée ici? Alors là, c'est plutôt les régions maintenant qui ont compétence en matière économique. Maintenant, pour la protection des données, il y a toujours des interventions fédérales. Oui, effectivement, il faut qu'il y ait des discussions quant au pas savoir de quel côté de la pièce tombe le partage des compétences. Merci dans tous les cas de cette intervention. Sinon, je ne vois, pour le moment en tout cas, pas d'autres interventions. Il y a M. Vincent Tillman qui, concernant la dernière intervention, indique que ça devrait être l'IBPT qui prendrait la compétence. Je le remercie de cette intervention. À vérifier éventuellement, à voir si c'est effectivement ce qui tombe. Voilà.
Nous sommes toujours à votre disposition. Si vous le souhaitez, si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter par email. Si vous aviez une question qui vous venait plus tard dans la journée ou dans les prochains jours, nous sommes à votre disposition. Nous sommes aussi là pour ça. Sinon, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vois qu'Annelise remet le lien pour l'inscription pour le prochain Legal, mais s'il n'y a pas d'autres interventions, eh bien, nous vous remercions de votre présence, de votre participation, de vos questions, et nous vous souhaitons une très bonne journée.